C'est mercredi, c'est Women in Tech dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de reconversion, de parcours international et de projets personnels. Restez branchés. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci d'être là dans le podcast AWS en français, même pendant les vacances, même pendant l'été, même si les vacances c'est peut-être déjà un lointain souvenir pour vous et que la rentrée pointe son nez au bout de l'horizon. Nous sommes là tous les mercredis, un mercredi sur deux pour parler Women in Tech, inclusion, diversité et équité, et puis tous les vendredis pour parler tech. Et aujourd'hui, on sera un peu à la jointure des deux. On va parler un peu tech, on va parler beaucoup diversité, inclusion et équité avec Elisabeth Den Dulk. Tu es ingénieure avant-vente, Sales Engineers, comme on dit chez Snowflake, notre partenaire. Merci d'être là dans le podcast. Dis-moi, c'est quoi le métier de Sales Engineers ? Merci beaucoup déjà. Un Sales Engineer, c'est un métier un peu assez polyvalent, un peu beaucoup de chapeaux. En gros, c'est un peu le account manager technique. Donc, on pourrait aussi penser que je suis la référente technique pendant tout le process de vente pour un produit SaaS. Ou pour un autre logiciel d'ailleurs. Et donc, moi, j'aide mes clients et mes prospects à comprendre comment la solution de Snowflake peut leur aider à atteindre leurs objectifs stratégiques jusqu'au introduire des cas d'usage, jusqu'à aussi mettre en place des solutions assez techniques. Donc, je suis un peu le point entre les métiers et les développeurs en essayant de briser des silos entre ces deux équipes. J'ai fait ce métier pendant de longues années dans une autre vie. Et oui, effectivement, on se retrouve à faire des présentations à des clients, des démos, des proof of concept, et on travaille vraiment en tandem avec l'account manager qui, lui, gère les aspects relations, vente, contrat, prix, etc. Et toi, tu gères les aspects techniques. Si vous vous intéressez à Snowflake, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, il y a un autre épisode du podcast AWS en français qui a été publié il y a avant les vacances, je sais plus, mars-avril, mais enfin vous allez le retrouver facilement dans l'historique des épisodes où c'était un de tes collègues, c'était Nicolas Lerose qui nous avait permis d'interviewer Franck de chez Allianz Trade, et on parlait de l'architecture de données chez Allianz Trade. C'était une conversation passionnante. Donc si vous voulez voir dans quel domaine Elisabeth travaille, allez écouter ce podcast au niveau technique. Ici on parle d'inclusion, de diversité et d'équité. Tu as une carrière qui n'est pas habituelle, qui n'est pas linéaire, et j'aime bien parler avec des gens qui ont des carrières non linéaires pour montrer que c'est possible, qu'on peut changer de pays, de continent ou d'orientation, parce que tu t'étais pas destiné nécessairement à la technique au début. Tu viens d'où ? T'es passé par où avant d'arriver à Paris ? Avant d'arriver à Paris, je suis passée par pas mal de chemins. Alors déjà, si on commence tout au début, je suis d'origine sud-africaine. Donc, je suis née en Afrique du Sud. J'ai passé les premières années de mon enfance là-bas, avant d'immigrer avec mes parents en Australie. Où oui où j'ai grandi, où j'étais scolarisée. Ensuite, à la fin de lycée, j'ai fait des études de finance et de marketing, et j'ai toujours eu peut-être pas un amour, mais un grand intérêt pour les chiffres et surtout les statistiques pour comprendre les relations entre les concepts qui sont très réels. Et de pouvoir mettre ça un peu sur le papier de manière logique. En fait, déjà, quand tu travaillais dans le marketing ou dans la finance, tu avais déjà cette appétence pour les chiffres et pour la donnée ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai fait des sujets de marketing, et après l'université, je voulais pas forcément commencer ma carrière dans la finance. Donc, un peu par hasard, je suis arrivée dans le marketing. Donc, j'ai commencé dans la vente publicitaire, puis la stratégie e-commerce, pas mal de petits travails. Je suis un grand fan de pivoter, hein. Donc toujours un petit pivot vers quelque chose qui me plaisait, surtout dans les entreprises
digital native, comme on dit, il y a une opportunité de toucher à beaucoup de sujets et d'orienter sa carrière et son poste même vers ce qui t'intéresse. Et ça, c'était en Australie, toujours, la partie finance et marketing. D'accord. Oui, toujours en Australie. Et je me rappelle dans ces stratégies e-commerce où on devait choisir les bons chemins de produits, donc les catégories de products et le taxonomie des products. Et pour moi, j'étais obsédée de le faire d'une manière data-driven qui n'était pas très... c'est une méthodologie qui n'était pas très utilisée par beaucoup des autres personnes dans le même rôle que moi à l'époque. Mais je me faisais des petites sorties Excel de tableaux pour faire des pivot tables, pour essayer de voir quel était le meilleur, de faire des tests, etc. Donc déjà là, j'avais cette passion et j'ai passé des longues heures avec l'équipe de data à leur poser des questions, à comprendre pourquoi et comment. Et aussi avec l'équipe de développement parce que mon premier job c'était pour un marketplace un peu comme Miracle mais la version australienne. Et donc déjà j'étais un peu en train d'essayer de faire ce pont entre le métier que moi j'avais des critères de vente sur le site et le développement derrière et la data. Qu'est-ce qui t'a amené en France? Très simplement j'avais appris le français au lycée. J'avais fait un échange quand j'avais 15 ans en Bretagne où j'étais au lycée en France pendant 5 semaines, qui était déjà une expérience très intéressante, surtout quand on n'a pas d'internet sur les portables. C'était oui, c'était courant dans les années 2000. Et j'avais cette passion pour la France, pour le français. J'avais toujours rêvé d'habiter à Paris. Et donc, j'ai pris la décision de partir avec mes valises, tout simplement, sans boulot, sans appart. Et je suis arrivée à Paris en septembre 2018, en freelance pour mon ancienne entreprise, pour voir si j'aimais ou pas. Et donc, tu as quand même gardé un lien professionnel avec l'ancienne société pour assurer quand même un flux de revenus oui. et assurer tes arrières. Tu n'es pas débarqué comme ça à Roissy, disant « Bon, je vais faire quoi maintenant ?» Oui, non, j'ai quand même une petite partie risque averse que j'attribuerais à mes parents protestants un peu d'origine néerlandaise. Donc jamais sans une bouée de sauvetage. Une parachute. Ou un parachute. Oui, une parachute. Sauter jamais sans parachute. Donc là, je suis arrivée à Paris, j'ai travaillé un peu en freelance dans une toute petite studio de 14 mètres carrés à Montmartre. Avant de me dire en fait c'est chouette, j'adore cette ville, j'ai envie de rester. Pour faire ça il faut soit que je trouve un mari, soit que je trouve un boulot, et je me disais que trouver un boulot c'est un peu plus facile. Ça engage pour moins longtemps aussi. Oui, c'est ça. Mais... quand même à Paris, trouver un boulot, c'était pas si facile que ça. Non, surtout surtout que j'avais pas d'expérience en France et les Français étaient très méfiants envers ça. De pas reconnaître HEC ou ESP sur mon CV et de voir que j'étais anglophone. Il y a quand même cette idée que les anglophones parlent français, parlent très mal français. Et donc dans les process d'entretien, j'ai dû faire toutes sortes de tests, d'examens de français, de prouver que je pouvais parler. Pourtant, quand on parle avec toi, c'est pas immédiatement audible que tu es anglophone. T'as quasiment aucun accent, ou plutôt même un accent local parisien. Enfin, peut-être que tu l'as aussi amélioré en 6 ans. Oui. Et quel était ton point de dire, OK, je vais essayer de m'orienter professionnellement vers l'IT? C'était dans cette période de recherche de boulot de CDI? Pas encore. Donc, quand ma première CDI en France, c'était pour une agence ou une petite cabinet de conseil dans le performance marketing. J'étais la première salariée en France et avec le fondateur Vincent Chevalier, on a un peu co-construit l'agence et le cabinet. C'est lui aussi, il était très focus sur le data, qui nous a donné un avantage sur les concurrents qui eux étaient beaucoup plus dans le feeling. On va lancer une campagne parce que on m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc en faisant ça, j'ai commencé à manager. Pendant 3 ans, j'étais là-bas et j'ai fini avec une équipe de 12 personnes.
Après, je suis partie dans une licorne dans le média avec une axe technologique très fort dans l'IA pour gérer une équipe aussi. Hein. Et très vite, vu souvent dans les licornes, on change de scope ou de périmètre très très souvent. Donc, j'ai beaucoup changé et jusqu'à être dans les stratégies et opérations et de gérer une équipe de 70 personnes dans les stratégies et opérations. Wow. Oui. Avec aussi une très forte axe data. Donc, on a travaillé beaucoup avec les équipes data dans l'entreprise pour assurer que toutes les décisions qui étaient prises par des équipes d'opération étaient basées sur des données qui étaient à jour, correctes, et que quand la C-suite ou que la codière nous challengeait sur quelque chose, il ne pouvait pas avoir de source de confusion que nous, on dit qu'on a généré X de revenus et eux, ils se disent Y. C'est un gros défi. Hein. Et là, c'était pas forcément, on n'avait pas forcément le meilleur setup du monde. Après, c'est très difficile dans les grosses entreprises de mettre en place un système de data mesh un peu comme ça. Et c'est frustrant, j'avais envie de comprendre, de vraiment me mettre mes mains dans le cambouis et d'avoir autant de compétences techniques que mes interlocuteurs dans les équipes techniques. Mm-hmm. Et donc, c'est avec un plan de départ volontaire que j'ai sauté le pas et j'ai commencé une formation Data Science pour le Deep Learning et MLOps au bootcamp ou le Wagon. Wagon, c'est une association ou une société qui s'occupe de reconversion professionnelle, justement, de changement de parcours, plutôt en IT. C'est ça. Ils ont des spécialisations surtout en data et développement web, avec des campus un peu partout dans le monde, mais qui a été fondé à Paris il y a 10 ans, je crois. C'est en présentiel, c'est 5 jours sur 5, de 8h30 jusqu'à 18h. Pendant 10 semaines, avec 1 mois et demi de préparation avant et puis 1 mois après de rendement, de rendu, d'examen, d'autres événements. Et c'est une formation. Donc 3 mois en total. Et c'est une formation diplômante. Au bout de ça, tu as un diplôme reconnu par les entreprises ici en France. Oui, c'est certifiante. Donc, je suis une développeuse en intelligence artificielle, apparemment. Félicitations. Merci. Mais très intéressant, beaucoup des profils très intelligents, très accomplis, mais très diversifiés quand même. Donc, je pense que quand on est dans un endroit où il y a pas forcément beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup de reconversion professionnelle ou même juste d'enrichissement, de développement professionnel. On a un outlook ou peut-être un sens de cohort qui est pas comme on retrouve en entreprise, où il y a aussi beaucoup de gens qui sont contents avec leur métier, qui vont faire ça pendant 10, 20, 30 ans. Donc, il y a beaucoup de curiosité et même des personnes qui étaient très seniors, qui avaient fondé beaucoup d'entreprises en France et à l'étranger, avaient quand même l'humilité de faire cette formation pour apprendre quelque chose qui est finalement très technique. Et ton appétence pour la donnée, tes expériences précédentes en marketing t'ont aidé là? Tu te sentais à l'aise dans ce chemin d'évolution, de pivot professionnel? Si je suis très honnête, je me sentais pas du tout à l'aise. Mais je pense que c'est plus que j'avais pas vraiment fait de formation structurée depuis mes jours à l'université. Donc, dans ma carrière où j'avais la chance d'évoluer très vite, de quand même faire des sautes ou de monter les échelons, oui, de manière relativement vite pour mon âge, et donc de te sentir quand même un peu en
en confiance, en confort, que je savais que je faisais quelque chose de bien parce que on me donnait cette poste, on me proposait cette promotion, et puis tout de suite, pour la première fois depuis longtemps, de ne rien comprendre. Ou de comprendre très peu et de ne pas comprendre ce que je comprenais pas. Et si c'était normal ou pas. Oui. Donc là, c'était un petit choc pour quelqu'un qui avait très peu eu la syndrome de l'imposteur, de se retrouver avec ce sentiment de peut-être en fait, ouais, qu'est-ce que je fais là? Peut-être c'est pas pour moi. J'avais toujours pensé que j'allais être capable de coder, de faire des trucs techniques. C'était un choix que je le faisais pas. Et là, j'étais confrontée à la possibilité que c'était pas un choix et que j'étais juste pas fait pour ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ou qu'est-ce qui t'a conforté que finalement, oui, c'était ça que t'aimais bien? C'était quand on a commencé les cours en présentiel et que tu vois tout type de personnes, on est tous un peu dans la galère, même les gens avec des PhD en mathématiques appliquées galéraient quand même avec le code. Donc ça a mis tout le monde un peu à égalité. Ouais, tu te dis c'est pas que moi quoi, c'est toute la cohorte. Oui, c'est ça. C'est pas moi, et que tout le monde ne galère pas sur les mêmes sujets. T'as des forces sur quelque chose, t'as des forces sur d'autres choses, et que en plus il y avait pas mal de sujets où je me sentais bien, j'arrivais, je finissais les exercices assez vite, et donc c'était ça qui m'a fait vraiment kiffer. Et je pense que surtout à la fin, quand on fait notre projet ils appellent ça le fin de batch ou le fin de formation, de tout boucler, de tout mettre ensemble, c'était très satisfaisant et tu apprends. J'étais un peu étonnée par ce que j'avais pas pensé que j'avais appris autant et que en fait, ça vient assez naturellement. Voir le projet que tu as mis au final, tu te dis tiens, il faut combiner ça, tiens, je suis capable de le faire, j'ai utilisé toutes ces technologies. C'est une bonne transition sur ce projet justement qui touche les sujets de la diversité et de l'inclusion. C'était quoi ton projet de fin de cours au wagon? Alors, mon projet fin de cours, c'était de fine-tuner un modèle BERT, donc un modèle de NLP, donc de Natural Language Processing, pour détecter le sexisme dans les textes. Donc, et on a ensuite, BERT est un système qui permet de cataloguer, c'est un peu les ancêtres de ChatGPT techniquement, même si c'est sur les mêmes fondations, mais qui permet de cataloguer du texte ou de résumer du texte. Et donc tu voulais entraîner un modèle, enfin continuer d'entraîner, régler, paramétrer un modèle pour détecter du sexisme dans quel genre de texte? Dans n'importe quel genre de texte, après des textes courts, pas des pavés, et pas des livres par exemple. Parce que pour beaucoup de raisons, mais aussi parce que dans une paragraphe, on pouvait avoir plusieurs éléments dont certains sont sexistes, certains ne le sont pas. Alors comme tu l'as dit, BERT, c'est un modèle de traitement du langage naturel qui était développé par Google. Et donc, on a la possibilité d'ensuite re-entraîner ce modèle pour nos propres usages, aux propres objectifs. Et pour nous, on l'a complètement re-entraîné. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment changé quasiment tous les paramètres en re-entraînant sur un base de données. Donc, aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que, vous avez développé cette application qui trouve le sexisme, mais comment tu trouves comment c'est sexiste, pourquoi c'est sexiste, c'est vous qui avez décidé que c'est sexiste ou pas, ça moi je pense que c'est pas sexiste. En fait non, on fine-tune un modèle ou avec n'importe quel projet dans le machine learning ou même dans la recherche, il faut avoir des bases. Donc on va pas dire ok c'est sexiste, c'est pas sexiste, on va prendre quelque chose, un corpus où quelqu'un a déjà mis un label, une label 0 ou 1, sexiste ou pas sexiste. Ça, on a pris depuis pas mal de papiers de recherche, on a combiné plusieurs corpus aussi pour avoir une variance, une richesse à notre corpus. Et aussi pour avoir un standing académique
pour dire que c'est pas nous en fait. C'est pas nous qui avons décidé. C'est ça. C'est des chercheurs en sociologie qui ont classé ça depuis des normes académiques comme sexiste ou pas sexiste. Et en plus de ça, on a pris des exemples de plusieurs universités. Donc pas juste la même personne en disant c'est sexiste ou pas sexiste. Après, c'est toujours difficile quand il y a quelque chose aussi ambigu de mettre une ligne là. Donc on a quand même fait le choix dans notre application de montrer le pourcentage parce que quand on fait un modèle comme ça, on va sortir avec pas un 0 ou un 1, mais un pourcentage, quelle probabilité quelle est la probabilité que c'est vers 1. Et puis, si on veut cliver 0,1, c'est en fait le honneur du modèle de dire, OK, pour moi, 60% c'est sexiste ou c'est 40%. Donc, on a quand même fait le choix d'afficher le pourcentage pour dire, OK, en fait, c'est 50%, mais ça pourrait être ambigu. Ou par contre, c'était à 90, très, très, très probablement considéré par certaines personnes comme sexiste. C'était un travail de groupe. Il n'y avait pas que des filles dans le groupe, il y avait des filles et des mecs. C'est passé comment l'idée? Il y avait trois filles et un garçon. Donc, mais quand même intéressant parce que tous les étudiants dans la formation dans la classe devaient choisir leur projet. Donc, de 40 femmes dans la classe, on était 10 femmes. Donc, de se retrouver en majorité sur un projet de sexisme, je suis pas entièrement étonnée. Peut-être il y a un peu un signe plus là, 75% dans le projet contre 25% dans la cohorte, dans la classe. C'est ça. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de peur de la part de certains hommes aussi, en se disant que je sais pas si je suis d'accord, je ne veux pas passer le projet que les femmes, que le projet soit juste les hommes sont des merdes. Et voilà. Ce qui était évidemment pas le but du projet, c'était pas du tout ça. Pas du tout. Et ça donnait quoi comme résultat une fois que le modèle a été fine-tuné? Vous étiez, je suppose, vous l'avez testé avec une partie du corpus initial, mais aussi avec des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Oui, tout à fait. Donc on a comparé avec des résultats des autres projets académiques avant. On était très contents. On a réussi à avoir une précision de 83, donc 0,83, qui était en ligne avec les résultats académiques, même un peu au-dessus dans certains cas, des autres projets académiques avec des méthodes de calcul beaucoup plus puissantes que nous on a eu. Et donc, par exemple, on a eu un recall de 88, ce qui veut dire que 88% des phrases sexistes dans notre corpus de tests étaient identifiées correctement. Oui, qui était très, très important pour nous. Voilà, on était très contente avec ça. On peut voir le résultat d'ailleurs, il s'est déployé sur Streamlit, yournotsexist.streamlit.app, et je mets le lien évidemment dans les notes du podcast si vous avez envie de jouer avec cette application, ou si vous avez un doute sur un texte que vous avez écrit, vous pouvez toujours le copier le coller là-bas. Au travers de ton parcours dans plusieurs pays, même si tu n'as pas travaillé en Afrique du Sud, mais en Australie et en France, tu nous as dit aussi quand on a préparé cet épisode que tu as remarqué des différences de comportement entre hommes et femmes je parle des environnements de travail. Ici, on ne va pas nécessairement parler généralement de la société. Quelles sont les principales différences que tu vois entre l'Australie et l'Europe? Il y a beaucoup de différences culturelles de manière globale entre les deux pays. Et on pourrait même catégoriser entre les pays européens et les pays anglo-saxons ou même des pays nordiques. Et après, si on compare vraiment Australie et France, je pense que même s'il y a encore beaucoup de sexisme en Australie, dans mes expériences, il y avait très très peu.
surtout dans le monde de médias et de marketing, où il y en avait, mais c'était très caché. C'est pas quelque chose auquel je faisais face souvent. Par contre, en arrivant en France, c'était très ouvert. C'était ouvertement dire des phrases sexistes, de sexualiser les femmes dans le bureau. C'est des commentaires sur la manière dont tu es habillée, le maquillage, je sais pas, enfin, c'est ce genre d'exemple. C'est ça. Des commentaires sur la tenue, les commentaires sur ton apparence, sur ce qui pourrait peut-être être conçu comme un complément depuis la personne qui le dit, mais qui met mal à l'aise, pas juste la personne qui réceptionne ces commentaires, mais tout le monde en fait autour. Et ça, j'ai eu ce type de commentaires, ce type de comportement envers moi, mais je l'ai aussi vu même des histoires de mes collègues, de mes amis, de comment ils sont traités. C'était choquant pour moi. Je pense qu'il y a un gros élément aussi de comment on s'habille en France. C'est pour un pays qui est quand même beaucoup d'idéologie féministe qui se vante d'être un pays où les sexes sont égaux. Je trouve dans le pratique, même dans les milieux qui sont les plus ouvertes et libérales, que c'est pas forcément le cas. Que même dans mon travail aujourd'hui, je me retrouve en fonction avec qui je vais faire une réunion, comment je m'habille, comment je me maquille, pour arriver à donner une impression de moi qui va être apte à la situation, pour pas être prise comme une petite poupette ou une petite bimbo. Je vais pas dire les gros mots, oui, un petit bimbo qui est blonde, qui porte beaucoup de maquillage, et qui porte des petites jupes, et donc c'est pas codé, et donc ça vaut pas la peine de l'écouter. Est-ce qu'il y a une double peine, le fait d'être anglo-saxonne, non française d'origine, et femme en même temps? Oui, je pense que j'ai moins trouvé le fait d'être anglophone, c'était plus quand j'étais dans le marketing que c'était un problème, parce que les gens, vu qu'il y a beaucoup de communication et beaucoup de stratégie autour de la culture, c'est là où j'ai trouvé que c'était plus un problème. Là, dans le data, c'est moins un problème, mais oui, d'être même si dans mon travail actuel, j'ai pas ressenti du sexisme ou d'être rejetée parce que je suis une femme. Je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes. On est très peu d'ingénieurs avant-vente qui sont femmes. Et même dans l'organisation plus globalement, et même dans l'industrie plus globalement, je pense que on va souvent mettre des CDO femmes sur le podium, mais quand on parle de développeurs, combien sont des femmes? C'est clair. Oui. Est-ce que toi qui as travaillé à la fois marketing et tech, ces différences d'attitude sont plus marquées dans la tech que dans la finance et dans le marketing? Je m'attends à ce que ta réponse soit oui, mais je peux mais réponds. Je pense que dans le marketing, il y a beaucoup plus d'égalité, donc la question se pose pas forcément, et que en fait même ça serait peut-être à l'inverse. Oui, c'est les hommes qui sont minoritaires. Ouais. Oui. Donc ça pourrait être plus à l'inverse. Mais dans la data, c'est sûr, et dans le tech, que c'est pas une industrie qui est très diverse, ni en termes de background, d'ethnicité, de genre. Mais je pense que c'est en train de changer. Et, j'ai parlé avec un collègue sur un peu en anglais on dit the chicken and egg. Est-ce que la poule et de l'œuf. La poule et de l'œuf, est-ce que les gens hésitent à entrer dans cette industrie parce qu'ils se retrouvent pas des gens à leur image, ou est-ce que on n'a pas ou est-ce que oui, qu'est-ce qui vient en premier? C'est probablement il n'y a pas de rôle modèle, c'est souvent la phrase que j'entends. Il n'y a pas de rôle modèle, donc oui.
Ouais, et on essaie de contribuer modestement à notre petite échelle avec ce podcast. J'ai une question, je vais peut-être me mettre certains auditeurs, auditrices à dos avec cette question, mais tu travailles pour une boîte américaine, moi aussi, j'ai l'impression que les boîtes américaines sont un peu plus évoluées, un peu plus en avance dans ce domaine-là que les boîtes franco-françaises. Toi qui as travaillé dans les deux boîtes, est-ce que tu confirmes cette impression que j'ai ? Je pense qu'il y a une différence entre ce qui est écrit sur le job, ce qui est dans la politique de la boîte et ce qui se fait sur le terrain. En termes de politique de diversité, par exemple, j'ai travaillé pour des boîtes qui en avaient, mais qui n'étaient pas du tout diverses. J'ai travaillé pour des boîtes qui en avaient pas, mais qui étaient très diverses. Et j'ai travaillé pour les deux autres cas où ils n'avaient pas de politique et ils n'étaient pas divers, et ils ont des politiques et ils sont très divers. Après, culturellement, entre France et États-Unis, oui, je pense que les boîtes américaines ont beaucoup plus dans corporate America, c'est presque nécessaire d'avoir ce type de politique, d'avoir ce type d'initiative. En France, je pense que ça commence. Ça devient de plus en plus nécessaire, mais c'est moins OK quand je vais commencer ma boîte ou des entreprises de petite moyenne taille où c'est beaucoup plus rare qu'ils vont avoir ce type de politique. Outre les remarques sexistes et déplacées dont tu as malheureusement à subir en France, est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles entre l'Australie et la France ? Encore une fois, c'est peut-être un hasard par rapport à où j'ai travaillé en Australie et où j'ai travaillé en France, mais j'ai noté que en France, les femmes ont une difficulté très prononcée à se mettre en avant, à se promouvoir, à faire du marketing, du personal branding et de prendre des risques dans leur carrière. Quand j'étais en Australie, c'était beaucoup plus courant, les femmes avaient peut-être un peu moins peur de se pousser, de prendre des positions de leadership, de mener des projets, etc. Encore une fois, j'étais au début de ma carrière en Australie et j'arrive un peu, tu vois, après 8 ans, 9 ans de carrière là maintenant, donc c'est une différence peut-être par ça aussi, mais surtout quand j'étais manager en France, je devais beaucoup pousser mes managers femmes à se lever la main pour l'idée un projet ou même quand elles m'ont demandé de revoir leur CV, bah non, en fait, tu peux dire que tu as fait ça, tu l'as fait. Non, mais c'était pas moi qui étais en lead du projet, bah on s'en fout, mets-le quand même, tu as bien travaillé, et même derrière, même si c'était toi qui étais écrit leader, tu as l'idée beaucoup du projet. Donc, c'est ce type de choses que je pense que beaucoup de Françaises ont du mal à mettre en avant. Hein. Et j'ai entendu de beaucoup de recruteurs aussi que des femmes, s'ils remplissent pas tous les critères pour un poste ouvert, ils vont pas postuler. Elles vont pas postuler. Mais lorsque les hommes, ils se postulent pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc c'est encore une fois ce manque de confiance pour se dire que ok, bah peut-être je suis pas la meilleure, peut-être je maîtrise pas ça, mais je m'en fous, je vais foncer quand même. Je pense que c'est peut-être un élément de contrôle qui est aussi un peu français, même pour les deux. Par exemple en anglais, les Français, s'ils sont pas parfaits en anglais, souvent ils vont pas parler. Je rigolais quand tu parlais de se mettre en avant, parce que je suis en train de lire les propositions de talk pour une conférence, donc de dépouiller toutes les sujets qu'on a reçus. Et effectivement, il y a des hommes qui envoient 5, 6, 7, 10 sujets différents, alors qu'une femme va en envoyer un, peut-être deux, maximum. Et je vois ça à ce niveau-là aussi. Puis j'aime bien terminer cette conversation en général en te posant la question, et les hommes dans tout ça, parce qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent, comment moi je suis pas un exemple de diversité non plus, on peut faire pour être plus divers, pour être plus supportif dans nos actes au quotidien et en entreprise notamment. Bah, je pense que je vais commencer par expliquer un peu d'où viennent mes points de vue et peut-être la confiance qui m'a permis de me foncer dans une industrie qui est dans un rôle qui n'est peut-être pas aligné avec mon image.
Et c'est que je suis fille unique et j'étais élevée un peu sans l'idée de genre. Je recevais aussi bien des voitures comme jouets que des Barbies. J'étais dans une école où il y avait que des filles et donc en fait les rôles de genre se sont pas développés au niveau lycée, au niveau collège, école primaire. Parce que quand t'as que des filles, il y a des arguments pour et contre, hein, mais c'est pas les filles font ça et les hommes font ça. Bah en fait le sport, tout le monde faisait tout. L'art ou la broderie, tout le monde faisait tout. Et donc je suis sortie de l'école sans. C'était une petite claque d'arriver à l'université avec de recevoir tous ces gens, mais je pense au fond de moi, je reste convaincue que c'est au moins au niveau professionnel, il faut pas réfléchir trop en fait sur le genre. Il faut traiter tout le monde pareil. Et on pourrait dire ça pour d'autres éléments de diversité que de penser. Il faut pas traiter une femme comme une femme. Il faut juste la traiter comme une personne. Et un homme aussi, parce qu'il y a autant d'idées reçues sur des hommes dans le monde professionnel que des femmes. Ça marche dans les deux sens et c'est aussi embêtant ou aussi blessant pour les deux et pour tout le monde qui est entre hommes et femmes. Il faut qu'on mette ça à côté, pour moi, dans tous les cas. Considérer les personnes pour ce qu'elles sont et l'expérience qu'elles peuvent apporter, les points de vue qu'elles peuvent apporter, les connaissances qu'elles peuvent apporter, avant de voir une différence de genre, par exemple, ou de sexe, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. C'était pas la première à me dire ça dans ce podcast, et je suis content qu'on puisse répéter ce message-là parce qu'il est important. Merci Lizzie de ton petit nom, Elisabeth Dendul, que tu es sales engineer chez Snowflake. Je recherchais chez Snowflake, évidemment, notre partenaire. Merci d'avoir été dans le podcast AWS en français sur la partie Women in Tech cette semaine. La semaine prochaine, on parlera de quelque chose de très différent. Enfin, pas la semaine prochaine, la vendredi qui vient, dans 2 jours, il y aura un autre épisode où on va parler de crypto-monnaie avec une société qui s'appelle Can't Act. Donc, on parle d'un sujet complètement différent. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous le vendredi prochain. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.